Lettre 3. Du choix des amis. Tu as chargé de lettres pour moi à ce que tu m'écris, un de tes amis. Puis tu me préviens de ne pas lui communiquer tout ce qui te touche, attendu que toi-même n'es point dans l'habitude de le faire. Ainsi, dans la même lettre, tu le reconnais pour ami, et tu le désavoues. Ainsi ce mot par où tu débutes était une formule banale. Tu disais mon ami, comme on dit l'honorable homme de tout candidat possible, comme le passant, dont le nom ne nous revient pas, et salué par nous du titre de maître. Pour cela passe. Mais si tu tiens pour ami l'homme en qui tu n'as pas autant de foi qu'en toi-même, ton erreur est grave, et tu connais peu le grand caractère de la véritable amitié. Délibère surtout avec l'homme de ton choix, mais sur lui-même au moment de choisir. Ami, sois confiant. Avant d'être ami, sois juge. Or ils prennent au rebours et intervertissent leur devoir ceux qui, contrairement aux préceptes de Théophraste, n'examinent qu'après s'être attachés et se détachent après l'examen. Réfléchis longtemps sur l'adoption d'un ami. Une fois décidé, ouvre toute ton âme pour le recevoir, parle aussi hardiment devant lui qu'à toi-même. Vis en sorte que tu n'aies rien à t'avouer qui ne puisse l'être même à ton ennemi. Mais comme il survient de ces choses que l'usage est de tenir cachées, avec ton ami du moins, que tous tes soucis, toutes tes pensées soient en commun. Le juger discret sera l'obligé à l'être. Certaines gens ont enseigné à les tromper, en craignant qu'on ne les trompe pas, et donné par leurs soupçons le droit de les trahir. Et pourquoi donc des réticences devant un ami? Pourquoi près de lui ne me croirais-je pas seul? Ce qui ne doit se confier qu'à l'amitié, certains hommes le comptent à tout venant. Toute oreille leur est bonne pour y décharger le secret qui les brûle. D'autres, en revanche, redouteraient pour confidents jusqu'à ceux qu'ils chérissent le plus, et, s'il se pouvait, ne se fieraient pas à eux-mêmes. Ils refoulent au plus profond de leur âme leurs moindres secrets. Fuyons ces deux excès, car c'en est un de se livrer à tous, comme de ne se livrer à personne. Seulement le premier me paraît plus honorable, le second plus sûr. De même, il faut blâmer tout ensemble, et une mobilité toujours inquiète, et une continuelle inaction. L'amour du tracas n'est point de l'activité, c'est une fièvre, un vagabondage d'esprit. Comme le repos n'est point cet état qui juge tout mouvement un supplice, il y a là énervement et marasme. Voici là-dessus ce que j'ai lu dans Pomponius, je le livre à tes réflexions. Il y a des gens qui se sont tellement réfugiés dans les ténèbres que tout leur paraît trouble grand jour. Il faut entremêler les deux choses. L'homme oisif doit aussi agir, et l'homme agissant se reposer. Consulte la nature, elle te dira qu'elle a créé le jour et la nuit. Lettre 4. Sur la crainte de la mort. Persévère dans ta voie, et hâte-toi de toutes tes forces pour jouir plus longtemps de l'heureuse réforme d'une âme rendue à la paix. C'est jouir déjà sans doute que de travailler à cette réforme et à cette paix. Mais bien autre est la volupté qu'on éprouve à contempler son âme pure de toute tâche et resplendissante. Il te souvient, n'est-ce pas, quelle joie tu ressentis lorsqu'ayant quitté la prétexte, tu pris la toge virile et fus mené en pompe au forum. Attends-toi à mieux pour le jour où, dépouillant toute marque de l'enfance morale, tu seras inscrit par la philosophie au rang des hommes. Nous ne sommes plus jeunes, mais, chose plus triste, nos âmes le sont toujours, et ce qui est pire, sous l'air imposant du vieil âge, nous gardons les défauts de la jeunesse, et non de la jeunesse seulement, mais de l'enfance même. La première s'effraie de peu, la seconde de ce qui n'est pas, nous, de l'un et de l'autre. Fais seulement un pas, et tu reconnaîtras qu'il est des choses d'autant moins à craindre qu'elles effraient davantage. Il n'est jamais grand, le mal qui termine tous les autres. La mort vient à toi,
Il faudrait la craindre si elle pouvait séjourner en toi. Nécessairement, ou elle n'arrive point, ou c'est un éclair qui passe. Il est difficile, dis-tu, d'amener notre âme au mépris de la vie. Et, vois quel frivole motif inspire quelquefois ce mépris. Un amant court se pendre à la porte de sa maîtresse, un serviteur se précipite d'un toit pour ne plus entendre les reproches emportés d'un maître. Un esclave fugitif, de peur d'être ramené, se plonge un glaive dans le sein. Douteras-tu que le vrai courage ne fasse que fait l'excès de la peur? Nul ne saurait vivre en sécurité s'il songe trop à vivre longtemps, s'il compte parmi les grandes félicités de voir une nombreuse série de consuls. Que tes méditations journalières tendent à quitter sans regret cette vie que tant d'hommes embrassent et saisissent, comme le malheureux qu'entraîne un torrent, s'accroche aux ronces et aux pointes des rochers. La plupart flottent misérablement entre les terreurs de la mort et les tourments de l'existence. Ils ne veulent plus vivre et ne savent point mourir. Veux-tu que la vie te soit douce? Ne sois plus inquiet de la voir finir. La possession ne plaît qu'autant qu'on s'est préparé d'avance à la perte. Or, quelle perte plus facile à souffrir que celle qui ne se regrette point. Exhorte donc, endurcis ton âme contre tous les accidents, possibles même chez les maîtres du monde. L'arrêt de mort de Pompée fut porté par un roi pupille et par un eunuque, celui de Crassus par l'insolente cruauté d'un Parthe. Caligula commande, et Lépidus présente la tête au glaive du tribun Dexter. Lui-même tendra la sienne à Chéréas. Jamais la fortune n'élève un homme tellement haut qu'elle ne le menace d'autant de maux qu'elle l'a mis à portée d'enfer. Défie-toi du calme présent. Un instant bouleverse la mer, le même jour, la même où il se jouait, les vaisseaux s'engloutissent. Songe qu'un brigand, qu'un ennemi te peut mettre l'épée sur la gorge, qu'à défaut des puissants de la terre, le dernier esclave a sur toi le droit de vie et de mort. En effet, qui méprise sa vie est maître de la tienne. Parcours la liste de ceux qui périrent par embûche domestique, par force ouverte ou trahison. Tu verras que la colère des esclaves n'a pas fait moins de victimes que celle des rois. Que t'importe, ô homme, le plus ou le moins de puissance de celui que tu crains, quand le mal que tu crains, tout autre le peut faire. Mais si le hasard te jette aux mains de tes ennemis, le vainqueur te fera conduire, et certes où tu vas. Pourquoi t'abuser toi-même et reconnaître seulement ici la fatalité que tu subis depuis longtemps? Entends-moi bien. Du jour où tu es né, c'est à la mort que tu marches. Voilà quelle sorte de pensée il faut rouler dans son esprit, si l'on veut attendre en paix cette heure dernière dont la frayeur trouble toutes les autres. Mais pour terminer ma lettre, écoute la maxime qui m'a plu aujourd'hui, encore une fleur dérobée au jardin d'autrui. C'est une grande fortune que la pauvreté réglée sur la loi de la nature. Or, cette loi, sais-tu à quoi elle borne nos besoins? À ne point pâtir de la faim, de la soif, du froid. Pour chasser la faim et la soif, il n'est pas nécessaire d'assiéger un seuil orgueilleux, ni d'endurer un écrasant dédain, ou une politesse insultante. Il n'est pas nécessaire de s'aventurer sur les mers, ni de suivre les camps. Aisément on se procure ce que la nature réclame. La chose est à notre portée. C'est pour le superflu que l'on sue. C'est le superflu qui nous use sous la toge, qui nous condamne à vieillir sous la tente, qui nous envoie échouer aux côtes étrangères. Et l'on a sous la main ce qui suffit, qui s'accommode de sa pauvreté, est riche.